sur la macrosomie fœtale qui a été réalisée par Dr Sorna Silo, Dr Yacine Diao et moi-même, Dr Inès. Donc, pour cela, on a élaboré le plan suivant avec premièrement l'introduction dans laquelle on parlera de la définition, l'intérêt et les rappels. Deuxièmement, le diagnostic, on commencera par le diagnostic positif, suivant le diagnostic différentiel, diagnostic de retentissement et diagnostic étiologique. Et en grand 3, ça sera la prise en charge curative et préventive et on finira avec la conclusion. Donc, la macrosomie chez les nouveau-nés dont le poids est supérieur au 90% percentile pour l'âge gestationnel, des courbes de croissance de l'OMS, ça correspond à un poids de naissance qui est supérieur ou égal à 4000 grammes chez un nouveau-né à terme. Donc, on a ici la courbe au-delà du 90e percentile, cela correspond à 4000 grammes. On parlera de macrosomie. Comme intérêt, la macrosomie, sa prévalence est de 5 à 10% des naissances. Le diagnostic est surtout anténatal. Il sera orienté cliniquement par la hauteur utérine et confirmé par l'échographie anténatale. Donc, comme facteur favorisant, on a le diabète chez la mère, l'obésité maternelle et la multiparité surtout. Et la macrosomie peut donner d'autres complications maternelles et fœtales à court et à long terme. Comme rappel physiopathologique, la croissance de l'embryon puis du fœtus peut se dissocier en croissance pondérale et en croissance staturale. La croissance pondérale est celle qui nous intéresse particulièrement dans la macrosomie. Celle-ci, elle évolue lentement jusqu'à la 25e semaine d'aménorrhée, puis s'accélère pour atteindre son maximum à la 34e semaine d'aménorrhée. Donc la croissance fœtale est un phénomène qui est multifactoriel, qui est sous l'influence de différents facteurs génétiques, endocriniens, placentaires et des apports maternels. Commençons par les facteurs génétiques. Certains hormones interviendraient dans la régulation de la croissance fœtale, dont l'insuline-like growth factor 1 et l'IGF-2, ainsi que leurs récepteurs. Des expériences ont montré que l'IGF-1 interviendrait dans la croissance au cours de la période fœtale. Une étude menée sur l'effet de l'IGF-1 a retrouvé chez les nouveau-nés macrosomes des valeurs plus élevées d'insuline et d'IGF-1. Donc, comme facteur endocrinien, on a la principale source d'énergie fœtale est le glucose, qui est destiné au métabolisme physiologique ainsi qu'à la croissance fœtale. L'insuline fœtale est un facteur majeur de croissance. L'insuline maternelle ne passe pas la barrière placentaire. Elle agit sur le métabolisme fœtal en stimulant l'apport transplacentaire de glucose ainsi que la synthèse de glycogène et de protéines nécessaires à la croissance fœtale. L'hyperinsulinisme in utero peut induire en ce cas un fœtus qui est large pour l'âge gestationnel. En cas de diabète maternel, le glucose maternel, il passe la barrière placentaire, ce n'est pas l'insuline qui passe. Dès lors, le fœtus, il a une réaction d'hyperglycémie. Et son pancréas sécrète de l'insuline pour réguler sa glycémie, mais il existe un stockage avec une glycogénose importante, ce qui induit à la macrosomie dans ce cas. Comme autre facteur, on a les facteurs placentaires. La croissance fœtale, elle est liée au bon développement placentaire ainsi qu'à son fonctionnement. Elle est indissociable de la croissance placentaire. Donc, les variations du milieu maternel sont captées par plusieurs transporteurs de la famille des glucoses transporteurs qui sont localisés sur le placenta. Celui-ci s'adapte par le biais de régulation endocrinienne qui module le transport de substrats au fœtus. Ces substrats ont en effet un retentissement sur la composition du milieu intra-utérin et sur la croissance fœtale. Comme autre facteur, les facteurs maternels, il y a un facteur héréditaire qui concerne la taille, le poids actuel ainsi que le poids de naissance de la mère. Les habitudes maternelles aussi, telles que les addictions et la nutrition, sont également des facteurs déterminants dans la croissance fœtale. Donc, en gros, on parlera de l'insuline qui est un facteur qui est important de la croissance fœtale, qui agit par plusieurs mécanismes tels qu'on les a décrits lors de la stimulation du métabolisme de l'apport transplacentaire de glucose. Elle a aussi un effet anabolique par stimulation de la synthèse du glycogène et des protéines et aussi une augmentation du taux circulant d'IGF-1 chez le fœtus. Donc, en conséquence, on aura un apport qui est excessif de nutriments, d'où un hyperinsulinisme et une croissance importante. En ce qui concerne le chapitre diagnostic, comme diagnostic positif, ça peut se faire à la période anténatale. Ça sera suspecté devant une hauteur utérine qui est supérieure ou égale au nombre de semaines d'aménorrhée, auquel on retire 4
Donc, si on a la gestationnelle à 18 ou entre 18 et 32, on prendra le nombre de semaines d'aménorrhée et on retire 4. Dans ce cas, si c'est supérieur ou égal à cela, ça sera une HU qui est importante. Après 32 semaines, la hauteur utérine, elle augmente de 0,5 cm par semaine jusqu'au terme. Donc, le diagnostic de la macrosomie sera confirmé par l'échographie avec l'association de 3 mesures. Le diamètre bipariétal qui reflète la croissance fœtale, le diamètre abdominal transverse qui reflète l'état nutritionnel du fœtus, et on a la longueur du fémur qui reflète la croissance en longueur du squelette fœtal. Donc, chez le nouveau-né qui est macrosome, on aura le diamètre bipariétal et le diamètre abdominal transverse qui seront supérieurs à 100 mm. Le diagnostic en période néonatale est clinique. On aura un poids de naissance qui est supérieur à 4 mg, quelle que soit la gestationnelle. L'évaluation de la gestationnelle, elle se fera par une échographie précoce faite entre 9 et 13 semaines d'aménorrhée. Il faudra aussi faire la mesure de la taille du périmètre crânien, du poids, et ils seront rapportés aux courbes de référence. Il faudra aussi calculer l'index pondéral et faire l'examen clinique complet. Donc, à l'examen clinique, il y a une morphologie particulière chez le macrosome. Il y aura un accroissement qui est portant principalement sur le panicule adipeux et peu sur le squelette. Il faudra prendre les paramètres anthropométriques tels que le poids, la taille, le périmètre crânien, comme on l'avait dit, et calculer l'index pondéral qui est le poids en grammes sur la taille au cube. Et il faudra aussi rechercher les autres complications. Donc là, on a une photo qui a été prise par mes collègues au Centre hospitalier national de Pékin, là où on était de passage, nous trois. On voit un nouveau-né qui est macrosome. Juste à côté, on a un nouveau-né qui est né à terme eutrophe. La macrosomie, elle est classée en 2 types. Premièrement, c'est la macrosomie harmonieuse ou symétrique. Donc, la taille, le périmètre crânien et le poids, ils sont tous supérieurs au 90e percentile pour la gestationnelle. Et dans ce cas, on aura un index pondéral qui est normal. Le deuxième type de macrosomie, c'est la macrosomie disharmonieuse ou asymétrique. C'est marqué par une disproportion des différents segments du corps du nouveau-né. La taille, elle est normale dans ce cas. Seul le poids qui est élevé avec un index pondéral qui est supérieur au 90e percentile. Surtout survenant chez le nouveau-né de mère diabétique avec un rapport périmètre crânien sur périmètre thoracique inférieur à 1. Donc, dans le cas de la macrosomie disharmonieuse, on aura une disproportion des différents segments du corps. On aura une grosse tête avec un rapport par rapport au thorax et aux membres. Comme diagnostic différentiel, avant la naissance, donc en période anténatale, on aura comme diagnostic différentiel en cas de grossesse gémellaire, on aura toujours une hauteur utérine qui est excessive, mais à l'examen, on aura 2 pôles fœtaux à la palpation et l'échographie anténatale confirmera le diagnostic d'une grossesse gémellaire. En cas d'hydramniose aussi, on aura toujours une hauteur utérine qui est excessive, mais cela est dû à l'excès du liquide amniotique. En cas aussi d'utérus myomateux, on aura une paroi abdominale qui est importante et l'échographie nous permettra de confirmer cela. On pourra aussi avoir des erreurs de la mesure de la hauteur utérine, d'où l'importance primordiale de réaliser une échographie obstétricale qui confirmera ou infirmera la macrosomie. Toujours dans le diagnostic différentiel, en période néonatale, on peut confondre la